Tout d'abord, je voudrais vous remercier tous d'être venus, remercier l'équipe qui a organisé, en partie le comité d'organisation, je ne vais pas citer les noms pour ne pas faire de jaloux, mais tout le monde a contribué, et beaucoup plus une équipe, je dirais, très dévouée. Professeur Hafedi, Dr Al-Basri, Dr Dini, professeur Dini, donc j'espère que je moi, professeur Hassani, Amel, d'accord? J'espère que je n'ai oublié personne. Et donc, je les remercie tous en votre nom. Je souhaite la bienvenue à nos amis, les médecins de l'adulte, d'accord, qui sont parmi nous. Donc, j'ai vu le professeur Fassi, Dr Guttari. Donc, à tous, soyez... Oui, madame Ouazani. C'est le chat. D'accord. Donc, je vous remercie tous d'être venus. Donc, sans plus tarder, donc, on va faire, si vous voulez bien... assez attention à un sujet d'actualité qui va être abordé, donc ça concerne les explorations fonctionnelles. Vous savez très bien que tout se mesure, Et si en cardiologie, on mesure les débits cardiaques, si en, je ne sais pas, dans n'importe quelle discipline, tout est mesurable, ben en pneumologie, le souffle est mesurable. Et je pense que c'est une pierre angulaire dans la prise en charge. On ne peut pas suivre une pathologie respiratoire chronique sans pour autant partir sur des valeurs objectives, mesurables et surveillables. Et donc, sans plus tarder, je donnerai la parole au docteur Rolla donc, pour nous présenter son intervention sur la plétismographie. Professeur Rolla donc, nous vient de l'hôpital Necker Enfants Malades, que vous connaissez tous, bien sûr, de fait, mais aussi de réputation. Donc, sans plus tarder, je vous donne la parole. Merci. Merci aussi aux organisatrices. Donc, je leur ai déjà dit à quel point j'étais honorée d'être invitée, de discuter avec vous de la place des EFR dans le suivi de l'asthme de l'enfant. Je suis sûre que, suite aux communications qu'on a entendues, vous êtes tous convaincus que c'est primordial, que c'est important, qu'on ne peut pas s'en passer. Mais s'il y a des gens qui ont encore des doutes, n'hésitez pas à en faire part et on pourra y répondre. Donc, tout se mesure. C'est vrai, et tout se mesure dès le plus jeune âge. En théorie, même chez le nourrisson, endormi, on peut faire des plétismographies. On l'a fait pendant longtemps. À Necker, on ne le fait plus parce qu'on utilisait du chloral dont on n'est plus très sûr de l'innocuité, donc on a arrêté de l'utiliser et on démarre les explorations entre 2 et 3 ans. Donc c'est quand même de jeunes enfants chez qui on peut mesurer des résistances, parfois une CRF, elle a disparu de cette diapo. On peut mesurer le héno nasal aussi quand on a une suspicion de dyskinésie ciliaire. Et de manière un peu plus récente, on peut mesurer l'index de clairance pulmonaire. C'est une technique en volume courant, donc ça se fait aussi chez le préscolaire. Et à partir de l'âge scolaire, eh ben, on peut tout faire comme chez l'adulte. Donc les EFR, c'est utile, c'est même indispensable chez l'enfant dans le diagnostic, dans le suivi de la maladie, avec traitement, à l'arrêt du traitement, sans traitement. Pour évaluer l'effet du traitement, dans ce cas-là, on attend minimum 2-3 mois avant de contrôler. Et puis, c'est un marqueur pronostic très important dans plein de pathologies respiratoires et particulièrement dans l'asthme. Voici un spirogramme, on l'a vu, on en a fait ce matin avec les collègues qui étaient à l'atelier. Un spirogramme normal, plusieurs manières de le mesurer possibles. Mais ça, c'est de la pratique de labo. Quelques photos, un plétismographe et un appareil avec lequel on mesure la CRF par dilution de l'hélium. J'en parlerai pas beaucoup plus, juste pour dire que la CRF, c'est quelque chose qu'on mesure de manière systématique chez les enfants jeunes, parce que c'est le seul volume qu'on peut mesurer souvent. On l'associe aux résistances. Et pour les patients atteints de pathologies restrictives, c'est intéressant d'avoir un volume, ça aide. On ne peut pas affirmer un syndrome restrictif juste sur une CRF abaissée. Il faut avoir une CPT, mais chez les jeunes enfants, on ne peut pas mesurer la CPT. Dans l'asthme sévère, dans l'asthme difficile, ça peut aussi être intéressant de savoir s'il y a une distension, une élévation de la CRF. Et quand elle est élevée en pré-bronchodilatateur, il faut la contrôler en post-bêta 2. Donc, 2 techniques. Chez les jeunes enfants, on privilégie la méthode par dilution de l'hélium parce que c'est plus facile.
Il y a des critères de qualité. Il faut au moins 2 mesures avec une variation inférieure à 10%. Et quand les enfants arrivent à faire une CRF plétismographique, là, il faut 3 mesures à 5% de variation de leur valeur moyenne. Chez les plus grands, on privilégie la méthode par plétismographie, donc toujours 3 mesures, 5% de variation. Et quand on n'est pas content de la qualité du résultat, de la manière dont ils l'ont fait, on passe à la CRF hélium. Là, une seule mesure suffit chez les grands lorsqu'elle est bien faite. Donc, tous se mesurent aux EFR. On peut toujours obtenir des chiffres, mais avant de les interpréter, on en a longuement parlé ce matin, il faut vérifier que la technique est bonne, parce que sinon, c'est comme les stats, on peut leur faire dire n'importe quoi aux chiffres. Donc, toujours vérifier la qualité des mesures. Donc, on parle dans l'asthme de distension pulmonaire quand il y a une augmentation des volumes, CRF, VR, VR sur CPT, CRF sur CPT. Alors, il n'y a pas de définition consensuelle, internationalement écrite, voilà, reconnue par tous. Par contre, on s'est mis d'accord, nous, localement, régionalement, en Île-de-France, pour grader la distension entre légère, modérée, sévère, en fonction de si ça touche seulement la CRF, le rapport VR sur CPT, ou alors s'il y a 2 ou 3 de ces paramètres qui sont touchés. Et le pire, c'est quand même la CPT est élevée. C'est la plus sévère. Après les volumes forcés, donc la seule difficulté en pédiatrie, c'est de les obtenir avec une bonne qualité. C'est difficile avant l'âge de 5 ou 6 ans, mais parfois c'est difficile à 10 ans, 14 ans, surtout chez les patients qui ont des dysfonctions respiratoires, qui ont un pattern respiratoire un petit peu anarchique, on va dire. Et souvent, la CVF est supérieure à la CVL. Je ne vous ai pas remis les critères de qualité, mais il y a des recommandations sur ces critères. Je ne sais pas si Naïma a mis le QR code, je crois qu'elle l'a mis, de l'article qui vient de paraître dans la revue des maladies respiratoires. On a fait une revue de la place des EFR en pédiatrie. Donc voici un exemple. Je vous ai dit, chez le jeune enfant, ça peut être compliqué d'obtenir des belles courbes interprétables. Bon, celle-là, elle n'est pas idéale. Si c'était un enfant un peu plus grand, bon, l'inspiration, il a galéré. L'expiration, il s'est arrêté un peu net. Là, en bleu, c'est pré-bronchodilatateur. Et il s'est un peu arrêté net en post-bronchodilatateur, mais vous voyez quand même qu'il y a une amélioration. Et à 4 ans, on peut en tirer quelque chose et interpréter, mais quand même, souvent, on aime bien associer à une autre mesure. Et dans ce cas-là, on fait aussi des résistances. On couple jusqu'à ce que l'enfant sache faire des belles courbes débit-volume sans aucune réserve sur leur qualité de réalisation. On s'aide de logiciels incitatifs. Il y en a plusieurs qui existent en fonction des machines. Donc voilà une courbe débit normale. Donc on n'a pas besoin d'un plétismographe pour avoir une CV. Ça ne définit pas un syndrome restrictif quand elle est abaissée, mais ça peut orienter et inciter à demander aussi la mesure des volumes en plétismographie quand la CV est abaissée. Je vous montrerai un exemple un peu plus loin. Donc il inspire et après il faut qu'il expire très très vite et très très fort. Et on a vu ce matin que ce n'est pas toujours évident, même quand on est adulte, de monter quasi verticalement jusqu'au DEP. Et après, une expiration. À partir de 30-40% de l'expiration forcée, ça devient indépendant de l'effort. Et une courbe non obstructive, il n'y a pas de concavité à ce niveau-là. Donc ça, c'est une courbe normale. Donc il faut bien regarder les critères de début, les critères de fin. Là, ça ne s'arrête pas brutalement comme l'enfant de 4 ans que je vous ai montré juste avant. Et puis, on sélectionne la meilleure courbe sur les 3 réalisées. Et la meilleure, c'est celle qui a la meilleure somme VEMS plus CVF. Voici des recos. Alors là, c'est internationalement, c'est consensuel. La classification de l'obstruction. On utilise les normes GLI qui sont adaptées à l'ethnie, en plus d'être adaptées au sexe et à la taille. Et on parle en Z-score, avec un seuil à 1,64. Le VEMS doit être supérieur, le TIFNO aussi. Et on parle de réversibilité, contrairement aux directives du GINA qui ne sont pas de réelles recommandations, à partir de 10% d'amélioration de VEMS ou de la capacité vitale forcée par rapport à la valeur théorique.
on pourra en discuter. C'est ce qu'on a repris dans les recos françaises de la SP2A pour l'ado qui sont déjà publiées et pour l'enfant qui sont en cours de finalisation avant publication dans la revue verte. Donc voici une courbe des bivolumes. Vous prenez ou vous jetez cette courbe? Bon, on avance parce que sinon on va être trop long. Mais bon, celle-ci elle est normale, une bonne CV, le pic, un bon début de courbe et une courbe qui va jusqu'au bout, qui ne s'arrête pas de manière brutale. Et pour l'interpréter, sans les chiffres, là on n'a pas besoin des chiffres, mais on les regardera quand même dans la vraie vie. Il n'y a pas de concavité, on est dans les clous de l'intervalle de confiance de la courbe normale. Donc ça, c'est une courbe des bivolumes normale et bien effectuée. Voici un autre cas de figure, un grand enfant aussi, 14 ans celui-là je crois, une belle inspiration, un début très bien, rapide, il n'est pas comme ça, il n'est pas décalé, il n'a pas toussé au début. Et il expire, fort, et puis tout d'un coup, il n'a plus envie, il s'arrête. Donc voilà, on voit l'arrêt brutal. Donc il y a des chiffres qui sont donnés, mais on ne peut rien en tirer. Et donc, sur quel argument on peut dire que la CVF n'a pas été donnée à fond? Bien sûr, sur l'aspect de la courbe, mais si vous regardez là les débits distaux, débit 50, débit 25, ils sont élevés, 145%, il n'y a pas de raison d'être à 145%, quand on a une CVF à 86%. Donc là, c'est une courbe qu'on ne peut pas interpréter, il faut la refaire. Voici un autre cas de figure, une belle inspiration, une expiration ici en bleu, bien réalisée, donc, et une concavité typique d'une obstruction bronchique. Et après ventoline, ça s'améliore. Par contre, ça ne devient pas normal, donc on appelle ça une courbe partiellement réversible. Ça ne corrige pas. Donc dans quel cas de figure on fait un test au bronchodilatateur? C'est systématique quand la courbe des bivolumes est anormale, quand le VEMS, quand la CVF ne sont pas au-dessus de moins 1,64 Z-score. Et puis parfois, quand la courbe des bivolumes est normale, quand c'est la première EFR, avant d'affirmer que c'est normal, il faut affirmer que c'est normal pour l'enfant. Donc il faut connaître sa meilleure valeur. Et la meilleure valeur, c'est après bêta 2. Et puis si on constate que l'enfant aujourd'hui a 90% de VEMS, mais que la dernière fois, avant qu'on arrête son traitement de fond, parce que tout allait bien, il avait 110%, et ça c'est pas rare d'avoir 110% quand on est un enfant, là évidemment il faut vérifier par un test au bêta 2 et le cas échéant reprendre le traitement, parce que souvent quand il y a une telle réversibilité, c'est le marqueur d'une hyperactivité bronchique, et quand il y a une hyperactivité bronchique, les enfants, même s'ils ne nous le disent pas spontanément, si on va à la pêche aux infos, ils toussent à l'effort, ils toussent au rire, ils toussent aux pleurs, ils toussent la nuit, ils prennent de la ventoline, ou alors il a arrêté de faire du sport. Ou alors, si, je continue à faire du foot, mais il est passé de attaquant à goal pour s'adapter à son obstruction suite à l'arrêt du traitement éventuellement. Chez les plus jeunes enfants qui n'arrivent pas à faire la courbe des bivolumes, on mesure les résistances. On n'a pas le temps de rentrer dans la physiologie, les formules. Voici les techniques qu'on peut utiliser par interruption de débit, par oscillation ancienne méthode, et puis les appareils plus récents, comme celui-là, le Tremoflow, et enfin les résistances plétismographiques. Voici ce que ça donne. Il ne faut pas être claustrophobe, il faut rassurer le patient. Ça mesure l'obstruction des voies aériennes. On ne peut pas dire obstruction bronchique, juste sur des résistances plétismographiques élevées. Ça peut être n'importe où, ça peut être des grosses amygdales qui nous donnent des résistances plétismographiques élevées. Et puis on est chez des enfants qui peuvent être parfois un peu coquins, garder le chewing-gum dans la bouche, le bonbon, ou alors mettre la langue devant l'embout pour nous créer une fausse obstruction. Donc il faut faire attention à ça. Voilà à quoi doivent ressembler les courbes normales. Ça, c'est des courbes obstructives, donc elles sont penchées comme ça. Et ça, c'est des courbes moches, mal réalisées, mal fermées, trop amples. Donc ça, on jette et on recommence, ou alors on utilise une autre technique. Le Tremoflow, voilà ce que ça donne. Donc on tient l'appareil, le patient tient ses joues à son pince-nez, et on lui demande de respirer tranquillement en volume courant. Donc en théorie,
Bon, celui-là, on ne peut pas le faire chez l'enfant endormi parce qu'il faut quand même qu'il accepte d'avoir un embout dans la bouche et il faut que nous, on vérifie qu'il n'y ait pas de fuite. Ça, les techniciens, ils ont l'œil, ils ont des fenêtres spéciales pour voir l'aspect de la courbe. Si vous avez des questions, M. Plouvier est dans la salle, il pourra y répondre sur comment on repère des fuites sur un trait hémoflow. Et c'est faisable plus de 9 fois sur 10 à partir de l'âge de 3 ans et une fois sur 2 entre 2 et 3 ans. Voici une diapo juste pour vous se remettre les idées au clair, comment on définit une obstruction des voies aériennes sur les résistances. Les RINT, soit en Z-score, ici 1,64, soit 146%. Les RO en PLETI, 1,95 Z-score ou 150%. Les SRO, 1,96 Z-score ou 180%. Et le SR05, nous on prend le seuil à 0,9. Quand c'est à 0,9, ça correspond à peu près à 200% de la valeur donnée par Zapletal. Et c'est confirmé par les données de RespiFEPED, qui est un registre avec des patients sains et dont les données vont bientôt être publiées. Et pour les résistances par oscillation, c'est les normes du CHARME récentes d'il y a 2 ou 3 ans, en Z-score. Et donc la réversibilité, ça dépend de la technique. Pour les RINT, c'est 35. Pour les oscillations, 40% pour R5, 80% pour AX. Et pour les RO, nous, c'est SR05 qu'on utilise. Après, vous regardez ce que vous avez comme appareil et comme paramètre, mais c'est 42% pour les SR05. Le test à la métacholine, je crois que vous n'en faites pas beaucoup au Maroc. Ça peut être intéressant, c'est dans les algorithmes décisionnels pour confirmer un diagnostic d'asthme, mais c'est un examen qui n'est pas très spécifique. Il a une faible valeur prédictive positive. C'est un intérêt essentiellement quand la probabilité pré-test est élevée. Vous êtes quasiment sûr que c'est un asthme, il est atopique, voilà, et vous voulez juste confirmer par un test. Est-ce qu'il a un intérêt dans la surveillance de l'asthme? La réponse est non, hein, c'est quand on a un doute diagnostique. Voilà, une courbe normale en pré, et pourtant vous étiez persuadé que cet enfant allait être obstructif, qu'il a un asthme, et vous voyez que dès la 3e dose de métacholine, il devient en effet obstructif. Et après, je vous rassure, on est gentil, on leur donne de la ventoline, on vérifie qu'ils reviennent à leur état de base. Passons maintenant à la mesure du NO bronchique. Donc vous savez tout là-dessus, puisqu'on a vu de belles présentations sur la physiopathologie tout à l'heure de l'asthme, les phénotypes, les endotypes. Et donc le NO, c'est un biomarqueur non invasif qui est utilisé dans le suivi surtout de l'asthme sévère et dans le phénotypage et l'endotypage de l'asthme sévère. C'est un gaz qui est fabriqué par les cellules épithéliales, il est ubiquitaire, hein, mais en particulier dans les voies aériennes distales, sous l'effet du stress oxydant et notamment sous l'effet d'interleukine, IL-4, IL-13. Et quand il est augmenté, ce NO bronchique exhalé, c'est en faveur d'une inflammation aéosinophile qui persiste. Donc, soit c'est un asthme sévère, réfractaire, malgré vos traitements du palier 4, 5 GINA, soit c'est quelqu'un qui ne prend pas son traitement. Donc, c'est un bon marqueur de l'observance également. Donc, ce schéma de physiopathologie, voilà, juste pour illustrer que l'asthme, c'est une maladie hétérogène. On a beaucoup parlé de TSLP tout à l'heure, des alarmines IL-33, IL-25 qui sont vraiment très en amont dans la cascade inflammatoire. Et c'est intéressant parce qu'on voit que IL-4 et IL-13 sont en aval de tout ça. Et donc, quand ces voies de l'inflammation sont activées, le NO bronchique est élevé. Ça produit des éosinophiles. On le voit parfois dans le sang, mais on le voit surtout dans les expectorations induites, le liquide de lavage broncho-alvéolaire quand on fait une fibro. Et on le voit de manière non invasive sur la mesure du NO bronchique. Donc un biomarqueur non invasif qui complète les autres biomarqueurs non invasifs, les éosinophilies sanguines ou dans les expectorations, parce que tous les patients n'ont pas tous ces paramètres-là élevés. Et en particulier, on peut avoir une éosinophilie sanguine normale, mais au LBA et à la biopsie bronchique, avoir beaucoup d'éosinophiles. Il y a une certaine discordance, comme illustré dans ce schéma.
Ça, c'était pour illustrer la production de Hainaut, le rôle du stress oxydatif et des différents acteurs. Ça, on l'a dit. Et une diapo de synthèse sur le Hainaut. C'est un bon élément pour confirmer un diagnostic. Ça peut remplacer le test à la métacholine. Chez l'adulte, quand c'est supérieur à 50 ppb, et chez l'enfant, le seuil est à 35. Voilà. C'est aussi un bon marqueur prédictif de réponse au traitement classique de l'asthme, que ce soit les corticoïdes inhalés ou les biothérapies disponibles. Et puis, c'est aussi, ça prédit l'avenir. Il faut faire attention qu'il n'ait pas mangé trop de fromage avant, parce que les nitrates, ça fait augmenter le Hainaut. Les garçons, ils ont des valeurs un peu plus élevées, etc. Donc, il y a certaines prudences à avoir. Ça, c'est la place du Hainaut dans les indications des biothérapies. On n'est pas obligé de faire une mesure de Hainaut, sauf peut-être pour les prescriptions de dupilumab, où ça rentre dans les critères d'indication. Je ne vous ai pas mis cette diapo pour tout lire, mais juste pour vous montrer que quand vous envisagez cette biothérapie-là, si vous l'avez à disposition, c'est intéressant d'avoir une mesure de Hainaut et de le suivre. Voici les résultats de l'étude de phase 3 sur le dupilumab. Et on voit que plus le Hainaut exhalé est élevé, et plus on a de chances que le traitement soit efficace. Donc c'est vrai avec dupilumab, mais c'est vrai aussi avec tezepelumab. Le Hainaut, il est là, moins de 25 et plus de 25. Donc tezepelumab, vous avez vu, hein, il est très haut, il est vraiment juste sous l'épithélium. Donc, même quand on n'a pas une fraction exhalée de Hainaut élevée, le tezepelumab marche. Hein, l'intervalle de confiance n'inclut pas 1 ici, pour les phénos inférieurs à 25. Mais quand vous avez plus de 25, et en pédiatrie, quand on fait le Hainaut, il est rarement en dessous de 25, et bien là, c'est encore plus efficace, cette biothérapie. Quelques mots maintenant, pour finir de vous convaincre, si vous ne l'étiez pas encore, de l'importance de suivre les fonctions respiratoires. Ici, c'est les résultats à long terme d'une cohorte d'enfants américains qui avait été inclus dans les années 90 dans une étude. À l'époque, l'objectif principal, c'était de vérifier l'efficacité d'un corticoïde inhalé. Donc, ils ont été inclus entre 93 et 95, 1000 enfants entre 5 et 12 ans, et c'était des asthmes légers à modérés. Et vous voyez, dans ces asthmes légers à modérés, bon, dans l'enfance, on est content, la plupart vont bien, quoique là, il y a un sous-groupe qui a une croissance du VEMS plus lente, moins haute, et qui le reste, et d'autres qui déclinent encore à l'âge adulte, à l'âge de la transition. Donc un petit message subliminal, ne ratez pas la transition avec vos collègues et amis pneumologues d'adultes, surtout les asthmatiques qui ont des EFR altérés à 18 ans ou 16 ans, l'âge de votre transition. Donc, et puis, il y a cela aussi. Tout va bien, vous dites ça va, il va sûrement aller voir le pneumologue, s'il n'y va pas, bon, bah voilà. Non, s'il n'y va pas, c'est grave, parce qu'il y en a une bonne partie, 25%, qui ont un déclin précoce. Donc, il faut les surveiller, ceux-là. Et pourquoi il faut les surveiller? Parce que sinon, ils évoluent vers la BPCO. Voici les facteurs de risque d'évolution vers la BPCO, et d'avoir des EFR anormales dans l'enfance, c'est un facteur d'évolution vers la BPCO. Donc la même étude, 684 enfants sur les 1000 ont été suivis, et on se rend compte que seulement 25%, quand on les voit à l'âge adulte, gardent des EFR normales, et c'était pourtant des asthmatiques légers à modérés, donc ce n'est pas les plus fréquents que vous voyez dans vos hôpitaux. Et pour finir d'enfoncer la porte ouverte, dans cette même cohorte, ils se sont intéressés aux facteurs prédictifs. Tout à l'heure, une jeune collègue parlait de la rémission dans les Recogina, la définition de la rémission. Donc la rémission stricte, c'est il n'a pas de symptômes, sans traitement, et il n'a pas d'hyperactivité bronchique à la métacholine. Donc c'est une définition stricte. Eh bien, sur les 826 patients pour lesquels les données sont disponibles, le plus fort marqueur prédictif d'évoluer vers la rémission, c'était d'avoir des EFR normales dans l'enfance. Donc, on a un rôle, nous, pédiatres et pneumopédiatres, crucial de suivre ces enfants, de les traiter et de garder leurs EFR au plus haut niveau. Et donc, ça suppose de faire régulièrement ces EFR. On n'a pas mis de reco strict, tous les combien il faut faire des EFR. Quand on change de traitement,
au bout de 3 mois, c'est bien de regarder. Pour les asthmes sévères, tous les 3 mois, tant qu'ils ne sont pas bien contrôlés, c'est bien. Et quand ils sont bien contrôlés, on peut espacer. Et un asthmatique léger, une fois par an, ça peut suffire. Ça, c'est en avant-première, la place des EFR dans l'asthme de l'enfant, dans les recos de la SP2A, donc l'enfant avant l'adolescence. Donc ça sert à affirmer le diagnostic, qui reste aussi clinique, mais les EFR, ça permet aussi d'avoir une valeur de base sur la réversibilité, sur le VEMS avant bêta-2, de mesurer la fraction exhalée de NO. Donc ça, ce n'est pas nos recos à nous, ça, c'est les recos internationales, mais dans toutes les recos, les EFR ont une place primordiale. Et ça, c'est les recos de la SP2A. Voilà. En gros, c'est ce que je vous ai dit. Comment on définit des EFR anormales chez l'enfant asthmatique? C'est le TIFNO inférieur à -1,64 Z-score. Et pour la réversibilité, le delta VEMS et ou delta CVF, donc une amélioration de au moins 10% de la théorique. C'est le critère qu'on a retenu parce que les enfants, ils ont des plus petits volumes que les adultes, par définition. Donc 12% sans mettre une valeur seuil. C'est-à-dire que s'il a 50% avant et qu'il est à 62% après, même si ça fait que 100 millilitres, est-ce que c'est significatif? Nous, on a considéré que non. C'est pour ça qu'on est revenu plutôt au pourcentage de 10% de la théorique. Et un enfant asthmatique, il peut aussi avoir une distension pulmonaire définie aussi avec ses rapports supérieurs à 1,64 Z-score. Une diapo de synthèse pour la normale, la réversibilité, et puis la positivité du test à la métacholine ou d'une épreuve d'effort. J'en ai pas parlé parce que j'avais que 20 minutes, mais on peut aussi affirmer sur une épreuve d'effort le bronchospasme induit par l'exercice. Donc pour conclure, il faut faire des EFR complètes, c'est indispensable, avec une réversibilité systématique au moins pour les premières, puis si elles sont anormales. Il faut toujours viser des EFR optimales pour préserver le capital respiratoire à long terme du futur adulte qu'on a en face de soi. Et concernant les no-bronchiques, c'est surtout intéressant dans la pratique pour l'asthme difficile et l'asthme sévère, et pour l'asthme pas observant éventuellement également. Et je vous remercie. Merci, professeur Ola. Donc, avant de donner la parole à la salle, je donnerai la parole tout d'abord au co-modérateur, sans côté de moi, et galanterie oblige, je donnerai la parole à Madame Saleh Bouchra en premier. Voilà, donc merci, Monsieur El Hassani. Je remercie Dr Rola de sa présentation. Donc, c'est une présentation qui est très claire. Donc, elle répond à nos attentes, à nos questions sur le sujet. Donc, effectivement, la plétismographie est très importante pour le suivi de l'asthme, donc pour bien sûr le diagnostic. Donc, moi, j'ai bien appris de cette présentation. Je vous remercie. Donc, je passe la parole à Dr Bouhmouch. Merci, cher ami. Tout d'abord, je tiens à remercier le comité d'organisation et à sa tête, professeur Hafidi, parce que c'est la première édition et je peux dire que c'est une première édition qui est réussie et qui inaugure un programme pour l'année prochaine encore plus riche et plus attrayant. Je te remercie, cher ami, de l'invitation. Les sujets sont extrêmement intéressants. Et ça intéresse les pneumopédiatres, ça intéresse les pédiatres généralistes et les pédiatres de ville, parce que le domaine de la pneumologie est un domaine très, on va dire, c'est de la pathologie quotidienne chez le pédiatre, quelle que soit sa discipline. Et puis, je ne vais pas monopoliser la parole, et merci pour votre présentation qui était claire pour les initiés, pour les pédiatres de ville, un peu moins. Mais bon, je passe la parole à mon ami Dr Gdari, président de la Maforcal. Oui, merci beaucoup. À mon tour de féliciter les organisateurs et puis pour avoir l'idée de cette belle société marocaine de pneumopédiatrie et d'allergologie qui est prometteuse.
Et par rapport à l'intervention, j'ai beaucoup aimé le corollaire que vous avez fait entre le NO exhalé et les différents asthmes, notamment éosinophiliques, et puis ce que ça implique au niveau de biothérapie aussi. Oui. Voilà, à partir d'une EFR, d'une exploration fonctionnelle respiratoire, on est dans les mécanismes de l'asthme et on est aussi dans le traitement. C'est formidable. Ah bah oui. Donc, et puis, la parole est à la salle. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Professeur Fassi. C'est pas grave, on vous aime bien. C'est une tare. Une remarque, bon, il y a beaucoup de similitudes avec l'EFR de l'adulte. Oui. La différence, c'est les âges de faisabilité et les normes. Donc, ça m'a beaucoup intéressé. Alors, j'ai deux petites questions pratiques. On retrouve ça aussi chez l'adulte. Vous parlez de l'indication de la réversibilité. On peut la faire même sans TVO, c'est-à-dire une courbe débit-volume normale, on peut faire un test de réversibilité. Alors, on doit la faire même, oui, si c'est une première EFR. Oui. Alors, prenons le cas d'un enfant qui n'a pas de TVO, qui a une courbe débit-volume normale, et on trouve une réversibilité. Quelle est la conclusion? Est-ce que c'est la réponse, c'est la clinique, c'est l'anamnèse. Parce que quand on lui demande « tu vas bien » ou « tu es gêné par ton asthme », il dit « non, ça va ». Mais quand on creuse, quand tu fais du sport, bah, tu fais quoi comme sport? Bah, je fais foot. Oui, mais tu es à quel poste au foot? Je suis goal. Bon. Est-ce que pour attraper le bus ou le tram, quand tu cours, est-ce qu'après tu te mets à tousser? Et souvent, on a des réponses positives parce que la réversibilité, c'est quand même un bon signe d'hyperactivité bronchique. Donc la courbe débit-volume normale n'élimine pas le diagnostic d'asthme. Ah bah oui, voilà. C'est même pour ça qu'on fait des tests à la métacholine parfois. Alors ma deuxième question, c'est là aussi quand on ne trouve pas de TVO réversible. Et juste pour compléter, pardon, la courbe débit-volume normale, on la trouve même souvent dans l'asthme sévère, paradoxalement. Oui. Nos asthmatiques sévères, très souvent, ils ont une courbe débit-volume normale. D'accord. Alors justement, pour aller plus loin encore, quand on a une courbe débit-volume normale, il n'y a pas de réversibilité. On fait la réversibilité, on n'en trouve pas. Vous dites qu'il faut faire la variabilité du DEP sur une semaine. Alors, c'est ça? Non, j'ai dit, si je le vois au mois de septembre et qu'il a un VEMS à 100%, mais qu'au mois de mars, il avait un VEMS à 120%, ben, qu'est-ce qui s'est passé? Sa meilleure valeur à lui, c'est 120. Mais non, on ne fait pas la variabilité du DEP, parce que chez l'enfant, c'est encore moins reproductible que chez l'adulte. Dans le GINA, s'il n'y a pas de TVO, on fait le DEP chaque jour pendant une semaine et on évalue la variabilité du DEP. Nous, on ne le fait pas dans la pratique. D'accord. Merci. Bravo Rola. Moi je voulais avoir ton avis parce que maintenant il y a de plus en plus, il y a deux grosses cohortes qui ont été publiées qui montrent qu'il y a des phénotypes de croissance pulmonaire qui sont basés sur le VEMS avec des couloirs, des enfants qui ont une croissance normale, d'autres qui ont une croissance altérée qui va s'aggraver, d'autres qui restent stables mais qui ont une croissance altérée. Et maintenant, on sait que ces facteurs de multimorbidité chez l'adulte, non seulement de COPD, mais aussi de maladies cardiovasculaires, ça a même été incriminé, enfin associé à des troubles de la santé mentale. Bref, il y a un concept sur la croissance pulmonaire qui est en fait mesuré actuellement uniquement sur le VEMS. Donc avec en particulier, imputant en particulier le rôle des infections virales pendant la première année de vie. Donc moi, je voulais savoir, parce que maintenant on commence à parler de mesures dans la population générale du VEMS pour arriver à trouver ça. C'est-à-dire qu'on n'est pas forcément sur une pathologie pulmonaire, mais on est sur vraiment un concept de santé publique où la croissance du poumon est vraiment un phénotype presque prédictif de maladies beaucoup plus générales chez l'adulte. Donc comment est-ce que tu vois ça, toi, en tant que pneumopédiatre et médecin des EFR? Il faudrait avoir un jour du VEMS. Dans les normes GLI, ils ont quand même fait des patients de tous les âges. Donc on a quand même beaucoup de données. Et l'étude que je vous ai montrée, issue de l'étude CAMP publiée dans New England par Mageaki, avec seulement 25% qui ont des EFR normales et puis 4 couloirs en pratique, le déclin précoce, la croissance anormale et puis le déclin.
et puis la croissance anormale et la stabilité, on a quand même des données, et il y a plein de facteurs. Les exacerbations, c'est un énorme facteur. Les prises de corticoïdes oraux, c'est un facteur avec un poids très important, qui peut d'ailleurs être corrélé à la mortalité ou la morbidité cardiovasculaire. 3 prises de corticoïdes oraux dans l'année, 3 cures, ça a déjà un impact sur l'athérosclérose, le développement de pathologies angineuses, hypertension, etc., d'AVC. Donc nous, pédiatres, on a tendance parfois à surprescrire les corticoïdes oraux et pas à se poser la question de pourquoi l'asthme n'est pas contrôlé, est-ce que c'est bien un asthme, etc. Mais il faut vraiment faire la somme, quand on voit un enfant, de toutes les cures de corticoïdes oraux qu'il a pris, parce que ça fait partie des facteurs qui le placent dans tel ou tel couloir. On a eu une superbe synthèse sur les bronchites bactériennes. Ça aussi, ça peut être un facteur des bronchites bactériennes prolongées, pas traitées. Les infections virales dont parlait Isabelle, bien sûr, donc la place de la vaccination, maintenant la vaccination du VRS, la santé publique, le tabac. Partout, on voit des parents qui fument, et ils ne fument jamais au balcon, hein, ils fument dans la maison. Donc, les fondamentaux déjà, sur l'environnement, les choses traitables dans l'environnement. Mais il y a sûrement encore beaucoup d'autres choses à découvrir, mais déjà, ces fondamentaux-là, si on les prend en charge, on va rendre service à beaucoup d'enfants. Professeur Hafidi, vous voulez la parole? Que l'asthme de l'enfant peut guérir à un certain âge? On peut répondre, moi je dis toujours, mince, je ne suis pas venue avec ma boule de cristal pour bien illustrer le fait que je ne peux pas répondre pour leur enfant. Par contre, il faut leur donner les infos épidémiologiques qu'on a, qui sont issues de ces cohortes-là et d'autres, et qui disent quand même que quand on n'a pas d'atopie, quand c'est un asthme viron-induit, je ne parle pas de ceux qui ont des séquelles et des EFR anormales, mais un asthme viron-induit, pas d'eczéma, pas d'allergie alimentaire, celui-là, le plus souvent, il va bien évoluer. Mais il faut savoir aussi où s'arrêtent nos connaissances. Dans des études qui ont suivi les couloirs jusqu'à l'âge de 60 ans, il y a des gens qui devenaient en rémission et qui le restaient toujours, d'autres qui se mettaient en rémission pour 10 ans, 15 ans, mais qui après avaient à nouveau de l'asthme. Tous les profils sont possibles. Mais en tout cas, un enfant pas atopique, c'est plutôt un bon facteur. Un enfant avec des EFR normales, c'est un bon facteur prédictif aussi. Merci, professeur Rolla. Est-ce qu'il y a une dernière question dans la salle? Non. Si. Ah d'accord, pardon, excusez-moi. J'ai une petite question à vous poser. Est-ce qu'il y a une différence entre le dosage de NO nasal et NOx bronchique? On ne mesure pas de la même manière. C'est le même NO, bien sûr, qui est fabriqué dans les voies aériennes, mais la technique de mesure fait qu'on ne mesure pas la même chose. Donc le NO nasal, qu'on mesure soit en volume courant, soit en inspiration unique avec le voile du palais fermé, celui-là, quand il est abaissé, ça nous oriente vers une dyskinésie ciliaire parce que les cils, ils ne battent pas ou ils battent mal de manière désordonnée et on a des taux abaissés de NO. Mais ça, j'en parlerai demain. Et le NO bronchique, il est élevé, certes, dans l'asthme allergique, mais il peut aussi être élevé dans la rhinite allergique. Donc, ça ne donne pas le diagnostic, mais c'est un élément qui participe au faisceau d'arguments vers l'asthme, qui renforce le diagnostic. Merci, professeur Rolla. Merci pour tout le monde. Donc, je pense que la conclusion à tirer, si je me permets de conclure, c'est que, comme je disais tout à l'heure, le souffle, ça se mesure. C'est tout comme la tension artérielle, comme le débit cardiaque, comme la glycémie. Toutes ces maladies chroniques où nous avons un indicateur mesurable, je pense que pour la pneumologie de l'enfant, l'indicateur mesurable, c'est les EFR. Un point fondamental qui a été initié par le professeur Fessi, donc les réponses étaient assez convaincantes du professeur Rolla, c'est sur la croissance du poumon. Tout récemment, donc, au Congrès mondial de pneumologie pédiatrique, un travail, en pré-publication, avait beaucoup insisté sur la déperdition en fonction respiratoire avec l'âge. Il y a des enfants qui vont perdre précocement, il y a d'autres qui vont perdre à l'âge adulte. Et on ne peut savoir que c'est des enfants qui vont perdre précocement que si on mesure leur fonction respiratoire. C'est tout comme votre toise ou votre ruban du périmètre crânien.
Le souffle, ça se mesure et j'insiste. Merci tout le monde et vous avez droit à une pause café.